Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans le débrief de week-end du Football Database. Débrief au cours duquel nous revenons sur l'actualité de ces derniers jours, l'actualité footballistique. Et comme chaque semaine, pour m'accompagner, je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Nathanaël, bonjour à tous. Et cette semaine, on va revenir sur plusieurs événements et notamment sur ce qui s'est passé en Ligue 1, mais évidemment, on parle de ce qui s'est passé sur le terrain avec cette victoire et belle victoire de Brest face à Lens 4-0. On va voir justement si cette équipe brestoise peut éventuellement se relancer dans la course au maintien, même si rien n'est joué. Dans un second temps, on enchaînera sur le débat du jour, où on se questionnera sur l'identité du meilleur coach en Ligue 1. Ils sont pas mal à prétendre justement à ce titre-là, mais on a nos petites préférences et on en parlera dans le débat du jour. Et puis ensuite, pour clôturer l'émission, on ira de nouveau du côté du championnat de national, où on évoquera le cas d'Annecy, qui est actuellement deuxième du championnat et qui commence à faire son trou en troisième division. Arnaud, si tu le veux bien, on va commencer avec cette magnifique victoire brestoise, pour le moins même surprenante, je pense, on peut le dire, face à Lens, hein, une des équipes de ce premier tiers de championnat en Ligue 1. On a vu du spectacle, du réalisme aussi du côté des Brestois. Est-ce que pour toi, ça la replace directement dans la course des maintenus? Dans la course au maintien, oui, très clairement, parce que gagner contre Lens comme Brest l'a fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être capables de le faire cette saison. Et puis, Brest est sur une très belle série, puisque là, ils viennent de remporter leur troisième succès consécutif, après Monaco et Lorient. Lorient à Lorient en plus, qui n'est jamais évident. Donc, la très, très, très belle série pour les Brestois qui n'avaient pas encore gagné avant cette série-là en Ligue 1 cette saison. Donc, ce qui prouve que, voilà, en tout cas, leur championnat est lancé. La patte d'Erzakarian commence à prendre et on commence à avoir une belle équipe de Brest. Et là, elle était très, très séduisante ce week-end contre Lens. 4 buts inscrits. Pour rappel, la dernière défaite de Lens par 4 buts d'écart, c'était en octobre 2020 contre Lille, donc il y a un peu plus d'un an. Et puis, la dernière fois qu'il y avait eu une victoire par 4 buts d'écart en Ligue 1 pour Brest, c'était en 2019, avec une victoire 5-0 contre Strasbourg. Donc, ce qui prouve quand même que cette équipe de Brest, elle n'est pas habituée non plus à marquer autant et à gagner avec un tel écart. Et ben là, en tout cas, elle l'a fait et avec la manière. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nathanaël? Ouais, c'est clair. C'est dans la continuité de ce qui se faisait sur les dernières semaines en termes de dynamique. C'est-à-dire que là, je pense que cette équipe brestoise, elle a enfin récompensé de ses efforts parce que c'est vrai que c'était pas évident en début de saison. Elle a mis du temps à gagner son premier match. Elle peinait à faire la différence au cours des rencontres, même si on sentait, on voyait la qualité, on voyait l'envie, le travail avec des individualités très talentueuses. Aujourd'hui, ça leur sourit parce que il faut pas oublier aussi que Lens a eu des occasions, mais Lens n'a pas su être réaliste, contrairement à Brest qui a été très adroit devant le but et qui a su faire la différence dans les 20 mètres adverses, ce que Lens n'a pas su faire. Donc c'est la preuve, au-delà du travail sur le terrain, que tout réussit à cette équipe en ce moment. Elle est sur 5 matchs sans défaite, c'est quand même non négligeable pour Brest qui se replace un peu en bas du ventre mou, même si c'est très serré, hein. Il me semble qu'il y a 4 équipes à 13 points, donc rien n'est encore fait. Mais évidemment, quand on observe les dynamiques dans cette partie de tableau-là, on se rend bien compte que Brest, c'est vraiment l'équipe du moment en Ligue 1. Donc c'est clair que quand tu regardes ce qui s'est passé hier, quand tu vois une fois de plus l'impact de Fèvre sur l'équipe, quand tu vois aussi un Steve Mounier qui fait énormément d'efforts, qui se rend disponible, et puis lui aussi qui finit par marquer, on se rend compte que les joueurs prennent leurs responsabilités, se mettent au diapason tout simplement de la Ligue 1 et de Michel Derzakarian, et puis ça leur sourit, tant mieux. Ouais, tout à fait. Hein, tu parlais de la série de 5 matchs sans défaite du Stade brestois. C'est la première fois qu'elle a réussi une série comme ça en Ligue 1 depuis 2011-2012. Hein. Donc, ça date quand même d'il y a 10 ans. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Cette belle série est assez rare pour cette équipe qui est habituée à lutter pour son maintien en Ligue 1.
Ouais, c'est exactement ça. Et en ce moment, bah, cette équipe brestoise, elle est en train de prendre des points qui vont compter pour la fin de la saison. Et une fois de plus, je reviens sur cette histoire de dynamique, mais c'est quand même très 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 important parce que c'est pas anodin, tu l'as cité tout à l'heure. Battre Monaco et battre Lorient à Lorient, ce n'est pas rien. Et puis surtout, tu viens en mettre 4 à Lens. Ok, c'est chez toi, mais Lens, c'est quand même bah, une des équipes les plus solides cette saison, même s'ils ils alternent le bon et le moins bon en ce moment. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, mais je pense que le signal est quand même fort par rapport aux autres équipes ben, qui sont situées au bas de tableau. Et au final, je pense que ben, ce n'est que le reflet, une fois de plus, ce résultat n'est que le reflet ben, de la bonne forme du moment. Oui, et puis surtout ce succès-là vient après un succès contre Monaco, qui était aussi une équipe en forme à ce moment-là, et un succès à Lorient qui était invincible à domicile. Donc Brest enchaîne 3 succès importants face à des équipes très difficiles à battre, à manœuvrer. Et ça, c'est comme tu dis, hein, ça envoie un signe très fort à ses principaux adversaires pour le maintien, à commencer par Bordeaux et Saint-Etienne, qui vont être les prochains adversaires pour le Stade brestois. C'est clair, d'autant plus que bah, Bordeaux n'est pas non plus ultra convaincant, même si on a pu apercevoir bah, du mieux ces dernières semaines, même si je pense qu'ils, à mon sens, ils doivent être bah, pas mal frustrés du résultat de ce week-end alors qu'ils menaient et que ça se finit en 3 partout. Saint-Etienne va mieux. En ce moment, ils enchaînent 2 victoires de suite en Ligue 1. C'est rare pour être souligné ces derniers mois, mais voilà, ça reste 2 équipes qui, à mon avis, sont largement à la portée du stade brestois. Pardon, et si le club breton reste sur ce qu'il fait depuis ben, maintenant un peu plus d'1 mois, à mon avis, il devrait prendre des points face à ces 2 équipes-là. 6 sur 6, je ne sais pas, mais à mon avis, il y a quand même moyen de battre Saint-Etienne à domicile, je pense. Peut-être que le déplacement à Bordeaux sera un peu plus compliqué, parce qu'on voit que Bordeaux tente aussi de sonner la révolte avec Petkovic. Donc, il faudra suivre ces matchs avec beaucoup d'attention, pardon, mais il est vrai que si Brest arrive à faire la différence au cours de ces 2 matchs-là et parvient à s'imposer, je pense que naturellement, les Bretons prendront largement les devants pour la course au maintien. Oui, et puis tu l'as dit, Brest s'appuie quand même sur des individualités de qualité, hein. Tu as cité Romain Fèvre, on peut citer aussi Franck Honora, qui est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de ce championnat, qui est un super attaquant, très efficace, qui est capable de faire la différence à lui tout seul. Alors il serait capable de marquer un but à la Messi, mais personne ne va en parler parce que c'est Franck Honora. Et voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que je trouve qu'il a énormément de talent. Et à souligner aussi le très bon match ce week-end de Jérémy Ledouaron, qu'on avait très peu vu à son avantage jusqu'à présent et qui a ce week-end réalisé un excellent match, excellente performance contre Lens. Ouais, ben, des Brestois qui sonnent la révolte et qui se sont enfin réveillés pour lancer leur championnat. Arnaud, très rapidement, quelques mots sur bah, l'adversaire de Brest, Lens, qui, bah, comme on l'a dit, alterne le bon et le moins bon en ce moment. Euh, Lens perd quand Rennes et Nice s'imposent. Alors, évidemment, on est tous au courant que bah, Lens n'était peut-être pas programmé en début de saison pour finir sur le podium ou du moins jouer des places en Ligue des Champions, mais force est de constater que le début de saison était vraiment très bon et que Lens nous a montré sur le terrain qu'elle était capable de grandes choses. Est-ce que Lens dit plus ou moins à cette course au podium? Alors, adieu, c'est encore un peu tôt, mais on va dire que la dynamique lensoise n'est pas très favorable en ce moment, mais surtout à l'extérieur, parce qu'on voit qu'à domicile, Lens est encore maître sur son terrain. Ils viennent de battre Metz 4-1, l'Estac 4-0, donc on voit qu'à domicile, ça sourit encore au Racing. En revanche, à l'extérieur, c'est plus compliqué. Il reste sur 3 défaites consécutives. Montpellier, Lyon et donc Brest, là, avec un gros score dans les valises. Euh, c'est compliqué pour le Racing, d'autant plus compliqué que on a bien senti que cette équipe, nerveusement, a été un peu atteinte, à l'image du carton rouge d'Arnaud Calimundo. On voit que cette équipe a du mal. Alors là, ce week-end, il manquait quand même quelques cadres, hein, dans l'équipe, donc peut-être que ça a joué aussi. Mais en tout cas,
clairement, elle est un petit peu en dedans en ce moment. On va dire que le soufflet retombe un petit peu, mais ça reste encore une très belle équipe et capable, si la dynamique n'est pas meilleure pour les adversaires, d'être encore dans le haut du pavé, de tenir le haut du pavé jusqu'à la fin de la saison. Exactement, on verra comment le Racing Club de Lens et Franck S trouveront des solutions pour justement renverser cette mauvaise dynamique à l'extérieur qui avait très bien commencé en début de saison où Lens justement s'imposait à l'extérieur. On se rappelle évidemment de cette victoire au Vélodrome remportée 3-2, mais justement en parlant de Franck S, ça peut nous permettre d'enchaîner sur le débat du jour par rapport justement à tous ces coachs qu'on a en Ligue 1 cette saison. On se régale quand même plutôt assez bien en termes de qualité de jeu, en termes de philosophie, de tactique, d'idées et même d'opposition dans les matchs. Arnaud, pour toi, quel est le meilleur coach de Ligue 1? Alors, c'est une vaste question. On s'est penché évidemment sur tous les coachs qui sont en réussite en ce moment en Ligue 1, et il y en a pas mal. On s'est posé pas mal de questions. On n'est pas d'accord, toi et moi, on va y revenir. Pour moi, en tout cas, et je pense que je vais faire hurler quelques supporters lyonnais, mais pour moi, le meilleur coach de Ligue 1, c'est Bruno Genesio. Carrément, Bruno Genesio. L'entraîneur de Rennes. Alors, Et je vais t'expliquer pourquoi après, ouais. mais je t'invite à lancer ton favori de ton côté. Pour moi, ça sonne un peu comme une évidence. Je vois pas d'autres noms qui se dégagent plus que Christophe Galtier. Cette saison, et même sur la saison dernière, quand on juge dans son ensemble, pour moi, c'est quand même assez fort ce qu'il réalise dans ce championnat-là, et ce même depuis plusieurs années. Mais explique-nous pourquoi tu places assez, pas de manière surprenante, Bruno Genesio devant tout le monde, qui n'est pas un mauvais entraîneur, hein, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, attention. Mais c'est vrai que ça me surprend un peu que tu mettes Bruno Genesio devant tout le monde. Alors, pourquoi Bruno Genesio? Je vais t'expliquer. Déjà, par rapport à ton favori, Christophe Galtier, Bruno Genesio, il a gagné plus de matchs en Ligue 1. Il a 88 victoires, donc 56% de victoires en Ligue 1, alors que Galtier n'en est qu'à 45. Bon, il a gagné le titre en Ligue 1 la saison dernière, on ne peut pas lui enlever ça. Donc forcément, c'est pas mal, mais en tout cas, en termes de régularité, Genesio se place là. Il a été le coach de l'Olympique Lyonnais pendant 4 saisons, et il a fait deuxième, quatrième, troisième et troisième en championnat. À l'ère du Qatar pour le PSG, c'est pas mal quand même. Alors certes, il n'a pas toujours terminé sur le podium. Enfin, il a terminé quasiment tout le temps sur le podium, mais une fois pas sur le podium. Mais en tout cas, il a été bien placé, alors qu'on a bien vu que les coachs suivants de l'Olympique Lyonnais n'ont même pas réussi à accrocher le podium. Donc, ce qui prouve quand même que c'était une performance. Alors certes, avec un très bel effectif, à Lyon, ils ont des très bons joueurs, mais quand même, il a réussi quelque chose que les suivants n'ont pas réussi. Et puis, à Rennes, depuis qu'il est arrivé, Rennes est aujourd'hui troisième du championnat. On voit qu'il a une dynamique incroyable avec le Stade Rennais, qu'il a qu'il a réussi à mettre la patte sur le jeu du Stade Rennais, qui est un des plus beaux jeux aujourd'hui de Ligue 1. Alors que finalement, là aussi, ses prédécesseurs n'ont pas réussi avec le Stade Rennais, malgré un bel effectif. Et je voudrais citer Julien Stéphan, qui était la hype au moment de son intronisation au Stade Rennais il y a 3 ans, et qui finalement, il n'a pas réussi à faire mieux qu'une troisième place provisoire la saison dernière avant de partir. Il n'a même pas réussi, il n'a pas terminé le championnat, mais en tout cas, voilà, la première saison, il termine 10e. La deuxième, il termine encore une fois donc troisième, ouais c'est ça, troisième je crois. Et puis 9e au moment de son départ la saison dernière. Donc on voit bien quand même qu'il y a un petit souci avec Julien Stéphan, et que finalement l'arrivée de Bruno Genesio a tout changé dans cette équipe. Il a apporté du sang neuf, il a apporté un dynamisme, une équipe qui joue bien, qui est flamboyante en attaque, un peu comme l'était l'Olympique Lyonnais à l'époque, même s'il y avait de gros soucis défensifs, et qui ont perduré, qui sont encore présents aujourd'hui. Voilà, je trouve que Bruno Genesio apporte en tout cas d'énormes qualités offensives au jeu de son équipe,
et avec des résultats aussi qui sont impressionnants. Il ne faut pas oublier quand même que Genesio a réalisé de belles performances en Coupe d'Europe également avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, pour moi, c'est lui le meilleur. Ok, je comprends tout à fait ta position, et factuellement, c'est vrai, hein, Bruno Genesio a un taux de victoire en Ligue 1 plus important que celui de Christophe Galtier, mais moi, pourquoi je place Christophe Galtier devant Bruno Genesio, en fait, si tu veux, c'est un peu l'éternel débat entre quel est le meilleur entraîneur, entre celui qui parvient à gérer des effectifs très talentueux ou celui qui arrive à bâtir quelque chose de solide avec des joueurs qui, à la base, ne sont peut-être pas programmés pour justement, jouer à ce niveau-là. Christophe Galtier, c'est quelqu'un qui a, depuis qu'il exerce en Ligue 1, a toujours eu voilà, des missions compliquées. Hein. On se rappelle de ses débuts à Saint-Etienne où il avait pour mission de justement maintenir le club en Ligue 1. Ça a été un peu compliqué. Une saison, il finit 17e, mais au fur et à mesure des saisons, il a quand même réussi à monter son équipe au point de la faire finir 4e du championnat à l'ère du PSG version Qatar, et où on avait un Olympique Lyonnais compétitif, un Olympique de Marseille, etc. Donc ça place quand même la performance du bonhomme, je pense, dans cette ligue-là, d'autant plus que cette saison-là, il me semble que quand il finit 4e, il est aussi élu coach de l'année, ce qui n'est pas rien. Ensuite, Galtier remet le couvert avec le LOSC, où on l'appelle pour sauver un peu les meubles de Lille, hein, réparer les pots cassés de Marcelo Bielsa. Il les maintient en Ligue 1, et puis ensuite, il arrive De justesse. voilà, à les replacer. Ouais, c'est vrai que ça s'est joué dans les dernières journées, Mm. mais il arrive justement à les placer tout en haut dans les premières places du championnat. Et puis l'apothéose, c'est ce titre-là l'année dernière, pris au Paris Saint-Germain, qui certes n'a pas fait la meilleure saison de son histoire, mais le fait est que Lille a réussi justement à prendre ce titre à Paris. Donc il a réussi à faire quelque chose que Bruno Genesio n'a pas réussi à faire, ou qu'on lui avait demandé de faire avec l'Olympique Lyonnais. Donc une fois de plus, à mon sens, ça place la performance de Christophe Galtier. Et aujourd'hui, il est à Nice, où il est actuellement 3e du championnat. Et ça se passe en ce moment plutôt bien, avec un effectif assez jeune et aussi peu expérimenté, mis à part quelques têtes dans l'effectif. Donc voilà, Christophe Galtier, c'est un peu l'entraîneur des défis extrêmes, j'ai envie de dire, qui sort de sa zone de confort et qui parvient justement à réussir à atteindre les objectifs des clubs dans lesquels il se trouve. Donc c'est pour cette raison-là que je place Christophe Galtier en numéro 1. Ouais, alors justement, par rapport à Christophe Galtier, moi je te rejoins complètement. Le fait qu'il ait réussi à battre le PSG la saison dernière en étant le surprenant champion de France avec Lille, c'est clairement une performance exceptionnelle, extraordinaire. Et là-dessus, je te rejoins. Je pense que la saison dernière, Christophe Galtier était largement le meilleur coach de Ligue 1. Et il a réalisé sans doute l'un des plus gros exploits de l'histoire de cette compétition. Après, globalement, si tu regardes l'ensemble de la carrière de Christophe Galtier, c'est quand même assez moyen, à part les 2 dernières saisons, justement, où il termine donc champion de France avec Lille, et là où il fait une très très belle saison avec le GC Nice. Avant ça, ça reste quand même très très moyen. La première saison avec Saint-Etienne, il termine 17e. Après, il termine 10e. Alors certes, il fait progresser l'équipe petit à petit en la ramenant dans la première moitié de tableau, mais ça reste quand même assez moyen, quoi. Hein. Je te trouve dur dans le sens où il arrive à chaque fois dans les clubs, les dynamiques sont pas les meilleures. Il faut repartir de zéro, remettre tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est un travail qui peut prendre 1 ou 2 saisons à chaque fois, et Ah, à il chaque fois, reste il 8 a ans à réussi à. Saint-Etienne quand même. Hein. On n'est plus à 2 saisons là. Hein. C'est clair, mais pendant ces 8 années à Saint-Etienne, je pense que les Stéphanois en gardent un excellent souvenir avec cette 4e place en Ligue 1. Il me semble que ça doit arriver même une 2e fois. Tu as eu, si on sort un peu de la Ligue 1, une victoire en Coupe de la Ligue, ou aussi Saint-Etienne sort une nouvelle fois le Paris Saint-Germain. Tu as ces parcours en Europa League où tu vas jouer au Trafford, etc. Voilà, je pense que du côté de Saint-Etienne, on est satisfait du travail de Christophe Galtier qui a, je pense, donné tout ce qu'il pouvait donner à cette équipe, et je pense pas que cette équipe aussi pouvait aspirer à plus, contrairement à l'Olympique Lyonnais avec Bruno Genesio, où même si factuellement en termes de résultats on peut pas lui jeter la pierre parce qu'il a réussi à terminer sur le podium,
Mais à mon sens, voilà, je pense que du côté des supporters de l'OL, on a un petit goût de frustration parce qu'on savait qu'on pouvait faire mieux avec cet effectif-là. Et c'est vrai que du côté de Red, cette saison, tout se passe magnifiquement bien. Mais une fois de plus, Bruno Genesio se retrouve dans un club où il n'y a pas trop de problèmes, que ce soit en termes d'effectifs ou même en termes d'argent. Hein. Rennes qui a réussi à récupérer Kamaldine Souleymana, qui, on le rappelle, était courtisé par de nombreux clubs et notamment des gros clubs européens. Donc, une fois de plus, il ne se retrouve pas dans n'importe quel club. Je ne dis pas que c'est facile de pouvoir gérer de tels joueurs, de tels effectifs, mais je dis juste que si on prend les deux coachs et qu'on inverse les deux contextes, est-ce que Genesio est mieux que Christophe Galtier? C'est de la spéculation, mais à mon avis, je pense pas. Et en Ah, revanche, si Christophe on Galtier est avait en l'opportunité, plein dans l'utopie, là, c'est clair. Tu places Christophe Galtier à la en tête plein du dans Stade l'utopie, mais Rennais, effectivement, je ne sais pas ce qu'il en fait. Hein. c'est clair, après, c'est vrai qu'on est un peu dans l'utopie, mais quand on se dit que qu'il a eu, au bout d'un moment, Aubameyang, Kurt Zouma, peut-être le prime de Romain Mouma, etc., et qu'il a réussi à les faire finir quatrième de Ligue 1, je pense que c'est aussi la preuve qu'il est quand même capable justement de gérer des gros joueurs. Mais une fois de plus, voilà, c'est à l'appréciation de chacun et de ce qu'il juge comme étant un grand coach. Mais en tout cas, c'est clair que pour moi, je placerais quand même Christophe Galtier, non pas même seulement Bruno Genesio, hein, mais devant quand même pas mal de coachs cette saison en Ligue 1. Et même pas que cette Ouais, saison, de manière après, générale. on peut citer d'autres coachs aussi hein, qui rentrent un petit peu on va dire dans le débat. On peut citer par exemple Kovac à Monaco, qui réalise quand même, même s'il a des résultats un petit peu en dents de scie cette saison, qui réalise quand même de belles performances avec l'ASM, et puis aussi qui fait un beau parcours en Coupe d'Europe. On peut citer Sampaoli hein, à Marseille aussi, qui lui aussi a un contexte difficile et qui s'en sort plutôt bien, alors que bon, on savait que ce coach-là aussi, c'est souvent tout ou rien. Hein. C'est soit ça marche, soit ça capote violemment. Là, pour l'instant, c'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt dans son sens. Et puis on peut citer Francaise. Hein. On l'a cité tout à l'heure avec Lens, qui reste quand même, compte tenu aussi de son effectif, qui n'est pas forcément le plus brillant de Ligue 1, réalise des performances assez incroyables. Hein. Ouais, c'est clair. On en revient toujours aussi à cette même chose, c'est que Francaise, qui lui aussi parvient quand même à avoir un certain pourcentage de victoires dans ce championnat avec une équipe de Lens qui certes a du potentiel, mais comme tu l'as dit, à mon avis, n'est pas dans le top 5 peut-être en termes d'effectifs, sans leur manquer de respect, mais c'est quand même assez remarquable le travail qu'il fournit. Quoi. Franck Hez, il est à 42% de victoire en Ligue 1, ce qui n'est quand même pas rien. Il a réussi à finir 7ème de Ligue 1 la saison dernière, et encore, il termine 7ème parce que lors des dernières journées, il s'effondre un peu. Sinon, je pense que sans ça, il aurait éventuellement pu accrocher, pourquoi pas, une Coupe d'Europe. Donc c'est clair que du côté de la Ligue 1, cette saison, on a pas mal de coachs de qualité. Après, il y en a certains qu'on n'a pas cités, notamment celui qui est actuellement le leader du championnat, Mauricio Pochettino. Je pense pas qu'il est plus clivant comme coach cette saison, donc qui lui aussi statistiquement a d'excellents résultats. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu le Ouais, mais mettrais dans la discussion de c'est meilleur? clair que c'est assez incroyable parce que cette équipe du PSG, elle est largement en tête. Pochettino réalise des performances. Alors, je parle pas du jeu, mais en termes de résultats qui sont quand même assez exceptionnels. Mais effectivement, comme tu dis, Pochettino il est assez clivant parce qu'on attend toujours plus de cette équipe, on attend toujours mieux. On attend que cette équipe gagne 5-0 tous ses matchs. On voit bien que même dans les autres championnats, les grosses écuries, type le Bayern, Manchester City, etc., elles ne gagnent pas tous leurs matchs 5-0. Donc voilà, c'est compliqué, mais en fait, je pense qu'on est un petit peu exigeant, peut-être trop, j'en sais rien, vis-à-vis de cette équipe et vis-à-vis de cet entraîneur qui est arrivé donc il y a un peu plus d'un an et qui, pour l'instant, a du mal à imposer sa patte, à imposer son style de jeu, à faire en sorte que cette équipe joue bien. Et pour l'instant, elle se repose énormément sur ses individualités, comme elle le faisait avec Tuchel, d'ailleurs.
Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne rentre pas forcément dans le débat aujourd'hui, même si on voit que il a quand même une belle cote de popularité à l'extérieur, hein, puisque Manchester United en a fait son favori, alors peut-être pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine. Donc il a encore une belle cote de popularité, mais voilà, en France, peut-être qu'on est un peu dur avec lui, ou je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, c'est vrai que Mauricio Pochettino, on peut quand même lui reprocher certaines choses objectivement en termes de qualité de jeu sur le terrain. Néanmoins, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais à mon avis, il a aussi quelques circonstances atténuantes dans la mesure où c'est vrai que même le Paris Saint-Germain, avec son équipe bis, entre guillemets, se doit de gagner le championnat tous les jours. Mais quand tu as un Neymar qui est souvent blessé ou un Paredes aussi qui est capable de tenir un milieu de terrain mais qui n'est pas trop là, que dans le même temps, bah, tes remplaçants donnent pas tout le temps satisfaction lorsqu'ils jouent, bah, c'est difficile d'obtenir quelque chose de concret sur le terrain. Maintenant, c'est du management. Je ne suis pas coach, il l'est. Donc c'est à lui de trouver les solutions. Mais je te rejoins tout à fait sur le fait que dans la discussion des meilleurs coachs de Ligue 1, pour moi, il est un peu en retrait par rapport à ceux qu'on a pu évoquer avant, notamment bah, Galtier, Genesio, Kovac, Sampaoli. C'est vrai que pour le coup, il est un peu en dehors de tout ça. On aurait même pu parler aussi de l'ancien Claude Puel, je pense qu'il n'y a Le pas, il y a baroudeur. personne qui connaît mieux que lui. Exactement, c'est vraiment l'homme de cette Ligue 1 qui connaît quelques difficultés avec Saint-Etienne, mais qui bah, quand même a réalisé de belles choses dans ce championnat et qui, au passage, a un titre de champion de France avec Monaco en 2000. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, là, il me semble que c'est le seul, avec Christophe Galtier, à avoir remporté le championnat parmi les coachs présents Actuellement, cette. tout à fait. Quoi qu'il en soit, la saison n'est pas encore terminée. Peut-être que d'ici la 38e journée, on changera d'avis sur les coachs. Mais en attendant, pour clôturer cette émission, on va aller du côté du championnat national et évoquer bah, justement cette équipe d'Annecy qui réalise bah, pour le moment une saison plutôt correcte. On peut même dire très bonne. Actuellement, bah, deuxième de ce championnat de national à, il me semble, un point, si je dis pas de bêtises, hein, du leader. Donc, cette équipe d'Annecy, au fur et à mesure des années, elle progresse. Elle avance. Jusqu'à aujourd'hui, jouer les premiers rôles en national. Arnaud, est-ce que pour toi, cette équipe, elle a la capacité de monter en Ligue 2? La capacité, oui, très clairement. En tout cas, elle est sur une très belle dynamique, hein, tu l'as dit. Elle est deuxième du championnat. Donc aujourd'hui, en tout cas, en position pour monter directement, même sans passer par les barrages. Et puis, elle réalise quand même de beaux résultats en national, hein. Elle a quand même battu 6-0 le Red Star. Alors, le Red Star, c'est pas forcément l'assurance tout risque en ce moment en national, mais quand même 6-0, c'est quand même pas rien. Voilà, elle a battu des équipes comme Laval, comme Boulogne-sur-Mer, comme Villefranche-sur-Saône, qui est l'un des concurrents pour la montée. Créteil ce week-end, même si Créteil c'est pas non plus incroyable cette saison. Voilà, cette équipe, elle réalise des belles performances, elle est régulière et on sait que dans un championnat, c'est ce qui est le plus important, c'est la régularité. Et elle le prouve en tout cas aujourd'hui avec Laurent Guyot à sa tête et notamment Nicolas Gousset en entraîneur adjoint. Et ben voilà, elle réalise de très belles performances. Laurent Guyot qui a quand même entraîné en Ligue 1 hein, à l'époque où Boulogne-sur-Mer jouait également en Ligue 1. C'était lui qui était entraîneur. Donc il a une certaine expérience du haut niveau en tant qu'entraîneur. Alors, en tant que joueur, j'en parle pas hein, parce qu'il a eu une très très belle carrière à Nantes notamment. Mais en tant qu'entraîneur, voilà, il a une dizaine d'années d'expérience et notamment au haut niveau. Ce qui fait de lui bah, un candidat très sérieux pour la montée et très solide. Ouais, je te rejoins totalement sur ce fait-là. Je pense que c'est ce qui caractérise pardon, cette équipe d'Annecy. Elle est régulière, elle se contente d'abord de bien défendre, de bien jouer en bloc équipe avant d'attaquer, ce qui fait qu'au final, elle ne prend pas non plus énormément de buts, elle en a pris que 10, il me semble, depuis le début de la saison, ce qui est quand même relativement pas énorme en 14 journées. Donc voilà, cette équipe elle est en constante progression au fil des saisons.
Donc, je pense tout à fait comme toi qu'elle est capable d'aller chercher cette montée en Ligue 2 sans passer par les barrages, ce qui compliquerait encore un peu plus la tâche. Mais voilà, elle s'impose aussi face à des concurrents directs. Donc, on sait qu'à l'arrivée, ça peut compter. Donc, ouais, cette équipe, elle est, à mon avis, peut-être pas la grande favori pour monter en Ligue 2, mais dans tous les cas, ce serait pas non plus totalement fou que de les voir justement en Ligue 2 la saison prochaine, parce qu'à mon avis, elle a toutes les armes justement pour pouvoir accéder à l'échelon supérieur. Oui, et puis elle est sur une très belle dynamique historique quand même, puisque faut se rappeler quand même que cette équipe était en Régional 1 en 2014-2015, qu'elle a monté les échelons quasiment deux par deux, hein. On peut presque dire ça, mais que voilà, entre 2014 et aujourd'hui, elle a gagné trois divisions. Donc, ce qui prouve quand même la qualité, en tout cas, de l'effectif, qui a pas mal été renouvelé hein, depuis quelques saisons, mais qui est quand même aussi marqué forcément par la réussite récente de cette équipe, qui n'a pas joué en Ligue 2 depuis, si je ne m'abuse, 1992-1993. Et ouais, ça fait très longtemps que cette équipe n'a pas évolué en Ligue 2, et je pense que comme tu l'as dit, ben, ça vient aussi, je pense, de la gestion du club hein, qui progresse d'année en année. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a pu convaincre des joueurs comme Alexis Bossetti de rejoindre le club. Parce que je pense que du côté d'Annecy, on est sur un beau projet, solide, stable. Maintenant, il va falloir confirmer sur le terrain. En tout cas, pour le moment, c'est de bon augure. Ça reste serré quand même. On va pas non plus trop s'enflammer. On va pas non plus leur porter l'œil, les pauvres. Mais c'est vrai que pour le moment, cette équipe, elle ne lâche pas. Et puis, on fera les comptes à la fin on fera les comptes à la fin du championnat. Yes. Eh ben, écoute Arnaud, je pense qu'on a été complet sur Annecy, on a été complet sur le débrief du week-end. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Nathanaël. Et puis, n'hésitez pas hein, à liker, partager cette vidéo. Et puis surtout, pour ne rater aucun des prochains débriefs, vous pouvez aussi également revoir les précédents débriefs sur la chaîne YouTube. Et évidemment, retrouver toutes les statistiques que nous avons évoquées sur le site Football Database. Arnaud, je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Eh ben, t'as tout dit, c'est parfait. Eh ben, si j'ai tout dit, c'est bon. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Au revoir.